toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus avec des questions. Comment utiliser au mieux les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des familles. Quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran, dont on découvre un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Elle s'appelle Jeanne Dreyfus, elle est avec nous en plateau aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? Eh bien écoutez, on va parler aujourd'hui de restaurant immersif. C'est une tendance qui associe cuisine et projection 360 degrés. Alors simple lubie ou tendance vouée à durer, on en discute tout à l'heure. Ça donne faim et comme il est minuit et demi, c'est parfait, vous allez nous mettre en appétit. C'est notre question du jour aussi, on va en parler. On va plonger au cœur d'un enjeu majeur, celui de l'éducation à l'intelligence artificielle pour nos jeunes. Parce qu'à l'occasion du Safer Internet Day, j'ai le plaisir de recevoir Axel Dessein. Bonjour Axel. Bonjour Philippine. Vous êtes habituée de ce plateau, je rappelle pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas que vous êtes la directrice du pôle éducation au numérique chez Tralalaire, directrice d'Internet sans crainte aussi. Vous allez nous parler de ces ateliers clés en main, de ces ressources pédagogiques toutes neuves et d'un escape game familial aussi. Bref, de quoi nous préparer bien sûr à un futur où l'IA est partout et c'est déjà le cas. Et justement, on lui pose la question dans un instant dans la première partie du talk. D'abord, on regarde le focus. Et oui, on va commencer par notre focus quand même, avec aujourd'hui une utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison, au sein des familles, avec notre partenaire Le Clémy, qui nous propose aujourd'hui un nouvel épisode de sa série La famille tout écran, qu'on découvre tout de suite. Vivement des foutus, le peuple est dans la rue. Vivement des foutus, le peuple est dans la rue. Vous manifestez pour le climat? On manifeste pour que j'ai un nouveau skate. Non mais je comprends pas, il a des roulements anti-bruit, un super design, des finitions superbes. Moi, si j'avais pas une entorse au gros orteil, je serais déjà en train de faire un kickflip. Oui, mais c'est pas le Fire Skate 2000. Le Fire Skate 2000, il a des roulettes anti-bruit, un super design, des finitions superbes et il est recommandé par John Skateman sur sa chaîne YouTube. Et donc c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose, il est pas recommandé par John. Et sur sa chaîne YouTube, il y avait un code promo, vous auriez économisé 10%. Mon chéri, il faut que tu comprennes que ton youtubeur préféré, il est payé pour faire la promotion de cette marque de skate. C'est pas une de vos astuces pour me baratiner, ça? Ah, attends, je vais lui montrer. Hé hé, c'est encore à moi d'enquêter. Tiens, regarde. Sur cette vidéo de compétition, il n'utilise pas le Fire Skate 2000. C'est bien la preuve. Chérie, regarde. C'est le nôtre qui l'utilise. Bon, ok, je vous crois. Finalement, il est pas si mal, ce skate. Et évite de slider dans mes hortensias. La publicité sur Internet est de plus en plus difficile à débusquer. Elle peut se cacher partout, sous la forme d'un contenu sponsorisé sur les réseaux sociaux. Il faut apprendre à la démasquer. Comprendre comment sont rémunérés les influenceurs et les stars du web permet de prendre de la distance critique vis-à-vis de leurs conseils et recommandations. Préférais quand tu faisais du badminton. Allez, on continue justement sur ce sujet d'éducation au numérique avec une émission spéciale aujourd'hui dans le cadre du Safer Internet Day. On met aujourd'hui en lumière un sujet aussi fascinant que complexe dont on parle régulièrement dans l'émission. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. L'intelligence artificielle dans notre quotidien. Notre invité va nous expliquer comment sensibiliser les jeunes, les élèves de la primaire au lycée, les enjeux aussi de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, qu'il s'agisse de protéger nos données, de repérer les fake news ou encore de comprendre l'impact des algorithmes sur notre santé mentale. On va découvrir aussi des outils que tout le monde, parents comme enseignants comme enfants, peuvent s'approprier. On en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et qui de mieux pour parler de ces sujets justement qu'Axel Dessein, directrice du pôle éducation numérique chez Tralalaire et directrice d'Internet sans crainte. Alors Axel, justement, dans le cadre de ce Safer Internet Day, qu'est-ce qui vous a poussé cette année à mettre l'intelligence artificielle au cœur de cette nouvelle édition et pourquoi c'est si important d'en parler dès maintenant auprès des jeunes ? J'ai envie de te répondre, il était temps. Il était temps parce que, en fait, ce qu'on avait déjà envie de montrer, c'est que l'IA très présente dans nos vies et dans les vies numériques des jeunes, puisque les réseaux sociaux, les algorithmes de recommandation, les plateformes en ligne, que ce soit de streaming de vidéos, de musique ou nos objets connectés, sont déjà pleins d'IA. Donc, elle est déjà là depuis un moment. Et puis, il y a ces IA génératives aussi qui arrivent, qui commencent à être massivement utilisées par les jeunes. On commence à avoir des chiffres, d'ailleurs, sur le sujet qui le montrent et qui nécessitent quand même de
faire passer des messages peut-être nouveaux en termes de sensibilisation pour les utiliser de manière éthique, responsable, et puis surtout d'en faire des alliés, parce qu'aujourd'hui, il y a un peu une suspicion quand même. On accuse les jeunes d'être des tricheurs en utilisant les IA, et non, il y a des manières aussi très intelligentes d'utiliser l'IA, et on avait envie de montrer ça aussi. Elle a bon dos, justement, cette nouvelle génération. On va en parler dans un instant. D'abord, vous me parliez justement dans votre réponse de ces formes d'intelligence artificielle que l'on utilise sans forcément s'en rendre compte, quelque part, et ça aussi, c'est important. Comment sensibiliser justement les jeunes à reconnaître ces usages quotidiens, Nous, on a choisi, dans le cadre justement du Safer Internet Day, de lier citoyenneté numérique et IA. Et on ne l'a pas fait par hasard. C'était pour montrer que tous les sujets d'éducation au numérique aujourd'hui, en fait, l'IA y est présente. En fait, on voulait montrer que l'IA, ce n'est pas un nouveau sujet, ce n'est pas un nouveau thème comme les fake news ou le cyberharcèlement. C'est déjà un socle technique qui est présent dans tous nos usages. Donc l'impact que ça, c'est déjà sur ce qui nous est donné à voir. Il y a déjà beaucoup de contenus qui sont fabriqués par l'IA, donc être capable de les repérer. Donc c'est un impact sur l'information, nos opinions aussi, bien sûr, en fonction de qui utilise ces IA. Et puis, ces IA, elles se nourrissent de données. Donc elles se nourrissent aussi de nos données. Donc que les jeunes aient conscience de ça dans ce qu'ils partagent, c'est important aussi. Donc il y avait tous ces enjeux-là à mettre en avant. Ils sont nombreux, on va continuer à en parler. D'abord, qu'est-ce que vous conseillez aux enseignants, aux familles, peut-être qui nous écoutent et qui nous regardent, pour parler justement de la fiabilité de l'information? Dieu sait que c'est un sujet important et vous êtes là régulièrement en plateau pour nous en parler. Parler de ces contenus générés par l'intelligence artificielle, est-ce que vous avez aujourd'hui des outils ou des astuces concrètes que vous avez mises en place ou à recommander pour vérifier les sources, pour parler d'intelligence artificielle au sein des familles? Alors, on a des outils et des conseils. Donc, à chaque fois, nous, on pilote le Safer Internet Day en France, fait partie de nos missions Internet sans crainte. Et dans ce cadre-là, on propose des outils. On propose ce qu'on appelle des kits ateliers clés en main pour les établissements scolaires, du primaire au lycée, pour que justement, ils puissent facilement faire des ateliers sensibilisation. Et cette année, on a créé des nouvelles ressources, 2 parcours numériques, un pour le primaire, un pour le collège-lycée, qui parlent de citoyenneté numérique et d'IA. Et pour le primaire, on l'a découpé en 3 thèmes. Ce que je vois en ligne, ce que je dis en ligne, ce que je partage en ligne. Et dans ce que je vois en ligne, effectivement, de savoir quels sont les nouveaux réflexes qu'il faut mettre en place pour pouvoir repérer les éventuels faux contenus. Enfin, ce sont des faux contenus qui sont créés par l'IA. Donc, il y a des supports dédiés pour que les enseignants puissent s'en saisir. Et puis pour les familles, on avait plutôt l'idée de créer un jeu. C'est vrai que traditionnellement, on fait plutôt des guides et on s'est dit, on sent que déjà, il y a un petit sujet de tension quand même dans ce sujet dans les familles, entre les parents qui accusent leur enfant de tricher et les enfants qui disent, l'IA me répond mieux que toi. On s'est dit, il faut peut-être déjà en faire un sujet de discussion. Donc on a créé un escape game qui a téléchargé, qui demande pas de dés, pas d'accessoires complémentaires, il n'y a pas 50 cartes imprimées. Non, c'est un jeu où l'objectif est de formuler le prompt qui permettra aux 2 personnages de sortir d'une IA dans laquelle ils sont enfermés. Et pour trouver ce prompt, il faut répondre à des questions, relever des défis en famille sur l'IA. Et c'est une manière d'en parler ensemble, d'acquérir quelques connaissances et surtout de commencer à se poser des questions autour des usages, de l'éthique de l'IA et de notre responsabilité collective. Voilà, collective sur ce sujet. Il s'appelle comment ce jeu? Alors ce jeu, il s'appelle Sors-moi de l'IA. Alors comme toutes nos ressources, ce qui est le cas aussi pour les ressources scolaires, on les a créées avec des jeunes. Nous, on adore faire ça. Ça nous semble avoir du sens de faire avec des jeunes des choses qui les adressent. Oui. Donc là, même chose, on a travaillé avec des groupes d'ados qui nous ont aidés à concevoir cette ressource. Et de la même manière, sur les ressources scolaires, on les a créées avec une classe média. Et ce qu'on avait envie de faire, c'était aussi de les former à l'IA générative et de leur montrer que les IA peuvent servir à construire des ressources de sensibilisation pour d'autres jeunes. Donc, si vous regardez la ressource qu'on a faite, qui s'appelle l'IA et ma citoyenneté numérique pour le cycle 4 lycée, les scénarios ont été écrits par ces lycéens et ils ont réalisé les images et les audios de ce programme. Grâce à l'IA. Grâce à l'IA. On les a formés, ils ont choisi un univers graphique et ils ont pu ensuite produire. Génial. Et du coup participer à la sensibilisation d'autres jeunes qui vont massivement se servir de cette ressource. Bon, donc on parlait justement effectivement de responsabilité
responsabilité collective, comme quoi on peut aussi l'utiliser, cette intelligence artificielle, à des fins pédagogiques, l'utiliser entre enseignants, entre adultes en tout cas, et puis entre jeunes. Une autre question qu'on peut se poser aussi, c'est la question des deepfakes en classe, la question de l'esprit critique. On en parlait lors de votre dernière venue dans l'école du futur, à la fois en classe, à la maison, pour apprendre aux jeunes à s'en méfier de ces deepfakes, à réagir de manière responsable, efficace quand ils en repèrent. Est-ce que ça aussi, c'est un sujet que vous considérez comme essentiel quelque part et dont vous avez voulu prendre la parole dans le cadre de ce Safer Internet Day? Oui, c'est important parce que ça, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire que les IA aujourd'hui, elles servent à fabriquer des images qui peuvent servir à nuire à d'autres personnes. Donc elles peuvent renforcer des situations de cyberharcèlement, d'arnaque, d'usurpation d'identité. En plus, quand on sait que plus de 95% des deepfakes sont des deepfakes pornographiques aujourd'hui, et que les outils se sont aussi énormément démocratisés, c'est très facile de prendre le visage de quelqu'un, de le mettre sur le corps de quelqu'un d'autre et de voir son visage animé sur un corps qui n'est pas le sien, dans des situations telles que des situations pornographiques. Ça peut avoir un impact particulièrement traumatisant. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est important de savoir aujourd'hui protéger davantage ces données, avoir conscience de ce que ça implique de partager son image en ligne, parce qu'on sait de moins en moins à quoi ça va devenir, et puis d'être en capacité de reconnaître ça pour pouvoir lutter. Oui, ça c'est un enjeu d'éducation important. Il y a un autre sujet aussi que vous abordez et qui est là aussi très important, l'impact concret de ces algorithmes sur la santé mentale des jeunes. Là aussi, on a de plus en plus de chiffres, mais quelque part, ça n'est qu'un premier pas et vous avez souhaité aussi le mettre en avant cette année. Oui, parce qu'on trouve qu'on ne parle pas assez de ce sujet. Alors, on sait que c'est la grande cause de cette année, la santé mentale, mais on a quand même des informations aussi pour dire à un âge, en plus qu'est l'adolescence, qui est un âge où on est particulièrement vulnérable, on sait qu'une certaine déjà utilisation intensive des réseaux sociaux, en fonction, parce que ça peut nous enfermer dans des bulles de filtre, en fonction de ce qu'on regarde, peuvent accentuer ça. Bien sûr. Et l'IA, et notamment les IA conversationnelles, et les utilisations qu'on peut avoir de l'IA, il y a une enquête récente qui est sortie qui montre quand même, alors c'était sur les 18-25, mais 15 sur 2 à peu près a déjà des échanges avec l'IA, comme on échangerait avec un ami ou sa mère pour discuter. Et donc, ça nécessite peut-être de mettre en place des garde-fous ou de faire attention à comment on gère ses émotions face à l'IA pour se rendre compte que c'est une IA, c'est une intelligence, mais très artificielle, c'est une machine, c'est pas une vraie personne. Certains jeunes utilisent même l'intelligence artificielle et des plateformes comme ChatGPT comme psychologue ou comme ami virtuel. Là aussi, l'impact sur la santé mentale, on peut l'imaginer, n'est pas évident et il faut en parler. C'est ce que vous faites. On va continuer justement à évoquer ce sujet ensemble. D'abord, on fait juste un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Axel Desaint. Axel, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, qui a une idée derrière la tech. Jeanne, jusque-là attachée aux expériences de réalité virtuelle, la tendance de l'immersif gagne aujourd'hui le milieu de la restauration et propose justement d'offrir aux clients des expériences, son, goût, lumière. Ça a l'air absolument exceptionnel. C'est l'heure de déjeuner, ça tombe bien. De quoi s'agit-il? Eh bien, d'un de ces métiers de demain dont on parle ici sur le plateau de l'École du Futur. Si votre enfant vous dit « Maman, je veux devenir restaurateur immersif », sachez qu'il fait écho à la tendance qui mêle gastronomie et projection vidéo 360 degrés. Depuis quelques années, la société Ephéméra inonde en effet la capitale parisienne de ces restaurants immersifs qui proposent de dîner sur Mars, sous l'eau, dans la forêt ou dans la jungle. Le principe est le suivant, associer une carte culinaire au sens de la vue, du toucher, de l'odorat et de l'ouïe. Dans leur restaurant thématique jungle, la technologie, celle par exemple du vidéo mapping, s'associe à la matérialité bien physique apportée par de la vaisselle qui évoque la terre, des odeurs d'humus qui sont diffusées à certains moments, et évidemment des plats en droite ligne avec des saveurs de fruits tropicales ou des sauces chimichurri extrêmement végétales. Ce n'est pas un hasard si les créateurs de l'expérience sont issus de l'Institut Paul Bocuse dans la région lyonnaise qui accueille un laboratoire expérimental qui étudie la façon dont notre environnement influe sur ce qu'on ressent en mangeant. Alors, est-ce que l'expérience, elle est plus forte quand tous les sens sont sollicités? Eh bien, selon Agnès Giboreau, directrice de la recherche à l'Institut Paul Bocuse, un simple changement dans le décor de la table va modifier la satisfaction liée aux aliments. Par exemple, dans une ambiance blanche où on est un peu détendu, il est prouvé qu'on éprouve plus de plaisir que dans une ambiance plutôt rouge, perçue un peu comme source de tension. Et pourtant, dans ces ambiances qu'on a pu voir qui peuvent parfois paraître saturées, les retours sont souvent positifs, et notamment en Asie, d'où nous vient cette tendance, et plus précisément à Shanghai, où le Français Paul Perret, le fameux juré de Top Chef, a ouvert le restaurant Ultraviolet, restaurant secret, dont seul le véhicule qui nous y amène connaît l'adresse. Ce qu'il propose, 22 plats associés à 22 tableaux immersif qui emmène nos 10 participants, il n'y en a pas un de plus, dans les entrailles de la terre, sur la Seine, dans les sous-bois ou dans l'océan. Et quand par exemple on est dans l'océan, des odeurs d'embrun viennent accompagner la dégustation d'un homard cuit à l'eau de mer. Bref, ce n'est plus un accord mets et vin, c'est un accord mets et 5 sens. Et il est suivi par de nombreux disciples. Et l'un des plus remarqués est le restaurant de Madrid, Synesthésia. Et donc, lui aussi, il va proposer une ambiance, une expérience culinaire immersive, exclusive et haute en couleur, on le voit ici. Ça a l'air absolument exceptionnel. Malgré tout, on peut se poser une question. Est-ce qu'on ne perd pas un peu l'essentiel, savoir le goût avec toutes ces sollicitations sensorielles? Alors, ça va dépendre de l'attention donnée à ces accords, mais et sens, donc. Et évidemment, de la qualité des plats. Alors, en ce qui concerne Ultraviolet, ils gardent en 2025 leurs 3 étoiles Michelin. Quant à Synesthésia, le chef Kiko Moya en compte 2. Mais en effet, l'immersif, il est perçu différemment selon les chefs. Je ne sais pas si vous connaissez le restaurant Dans le Noir à Paris. Il a pris le parti totalement inverse de retirer, lui, le sens de la vue. Alors, on y fait l'expérience d'un repas totalement immergé dans l'obscurité, servi par un personnel malvoyant. Et c'est un peu le même principe que la boîte noire dans Top Chef, où les candidats sont amenés à reproduire un plat servi par les chefs juste à partir de leurs papilles gustatives et des odeurs. Donc, la concentration, ici, est à 100% sur, justement, ces sens du goût et de l'odeur. Est-ce que ça peut nous amener à développer une autre façon de consommer? Alors, c'est en tout cas un des arguments sous-jacents à certaines de ces initiatives. Le restaurant, notamment Ephéméra, il va privilégier pour son restaurant qui se situe dans un décor sous-marin le circuit court et la pêche sous-marine en France. C'est le cas aussi du restaurant Aura qui était à Paris, qui depuis a fermé, qui lui proposait de manger sans couvert afin de gagner en dépenses d'eau et d'électricité à la fin du repas. Et ce qu'il faut en effet savoir, si on dit qu'il a fermé, c'est que ces restaurants, ils reposent souvent sur des modèles économiques qui sont complexes. Pour ce qui est du Ultraviolet, il y a 25 personnes qui servent 10 convives et le restaurant, il est déficitaire en l'occurrence. Ah oui. Mais d'autres enseignes, justement, vont privilégier le côté gaguesque et sensationnel pour gagner des visiteurs et de l'argent. Et ils vont peut-être privilégier ça par rapport à l'expérience gastronomique. Alors, on a pu voir les concepts les plus farfelus du bar Immersion en
prison. Oui, mais ça s'appelle Perpète. Et Dieu seul sait pourquoi ces concepteurs ont voulu qu'on fasse l'expérience d'un dîner au placard servi par des faux prisonniers. Mais vu que l'imagination n'a pas de limite dans l'absurde, mais surtout pas de limite dans le mauvais goût, certains restaurateurs de Taipei sont allés faire une immersion gustative sur le thème des cabinets de toilette. Oui. Oh non. Oui. Bref, j'ai longtemps hésité à montrer cette vidéo dans cette chronique, mais on s'assied donc sur sur des fauteuils type WC. Le poupe emoji est décliné à toutes les sauces en lampe suspendues, petit pain, j'en passe, et des meilleurs. Le pire ou le meilleur, c'est que les clients, on l'a vu, ont l'air heureux, et bref, de passer un bon moment. Je dirais donc, en finissant de mon côté à mon enfant qui veut devenir restaurateur immersif, que comme ailleurs dans l'immersif, il faut savoir raison et bon goût garder. Ouais, ça c'est sûr, effectivement. Après, je ne sais pas si je préférais manger 22 plats à la suite ou manger dans un restaurant toilette WC à Taipei. Voilà, je ne sais pas. 22 plats, ça me paraît peut-être un peu beaucoup, mais j'aurais peut-être un peu plus envie de manger que sans doute, je pense. Des toilettes. Voilà, on va tester ça. Je vous emmène à Taipei. Axel, moi, je suis partante. Vous êtes partante? Oui. Allez. Teste tout. Magnifique. Merci beaucoup, Jeanne. On lance toutes les trois la deuxième partie du talk. On passe des restaurants immersifs à l'intelligence artificielle. On revient ensuite à notre première partie de débat avec Axel Dessin. C'est vous, directrice du pôle éducation au numérique chez Tralalaire, directrice bien sûr d'Internet sans crainte que vous connaissez parce qu'elle vient régulièrement sur ce plateau. On parlait de toutes vos ressources, de tous vos outils aussi que vous proposez pour sensibiliser les familles, les enfants, les enseignants aussi aux enjeux de l'IA. On a parlé de cet escape game qui s'appelle Sors-moi de l'IA. L'éthique aussi, c'est un enjeu majeur dès lors qu'on parle des algorithmes, de biais, de décisions automatisées. Comment vous abordez ce sujet aujourd'hui auprès des jeunes, la notion d'éthique dans l'IA, notamment des risques de discrimination algorithmique ou encore, on en a parlé tout à l'heure, de manipulation de l'information? Nous, ce qu'on a eu envie, c'est de mettre déjà le sujet sur la table et de ne pas apporter des réponses fermées. C'est pour ça d'ailleurs que dans les ressources qu'on a proposées pour les adolescents, on est plutôt parti sur un scénario interactif, d'ailleurs des histoires que les jeunes ont imaginées eux-mêmes, qui sont proches de leur quotidien, qui vont être l'occasion de se poser ces questions-là, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse, ils doivent prendre des décisions en fait au cours de ce parcours. Et en fonction des réponses, d'ouvrir le débat. Donc, on a par exemple une jeune fille qui voit une publicité pour une IA conversationnelle qui lui promet monts et merveilles et de l'aider au quotidien. Donc, voilà, est-ce qu'elle va choisir de la télécharger ou pas? Puis en fonction, quel impact ça a sur sa vie? On va voir un jeune qui s'est engagé pour défendre la cause des baleines et qui va se rendre compte que cette exposition publique a permis à certains de se saisir de son image pour détourner son propos. Voilà. Donc on est plutôt parti de situations qui vont les amener à s'interroger. Et nous, si on a choisi aussi ce slogan de campagne « L'IA et nous, quel futur ensemble », c'est bien une question, c'est pour qu'avec les jeunes et tous ensemble, on cherche les réponses. L'IA et nous d'un point de vue mondial aussi, parce que le Safer Internet Day, c'est un événement mondial. D'autres pays se penchent aussi sur cette thématique importante de l'éducation à l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez repéré, Axel, ailleurs dans le monde ou même ailleurs en France, des projets ou des pratiques particulièrement inspirantes en matière de sensibilisation à l'IA dont on pourrait s'inspirer en France? Le Safer Internet Day, effectivement, et il y a plus de 200 pays qui participent. C'est devenu un événement mondial de la sensibilisation, mais qui est sur un sujet très large, qui est la protection des mineurs. Après, chaque pays a la liberté de choisir un angle. Nous, on a choisi cet angle de l'IA, mais ce n'est pas forcément le cas des autres pays. On l'a fait parce que, pour tous les enjeux qu'on vient d'évoquer depuis le début de cette émission, mais parce qu'aussi, exactement en même temps que le Safer Internet Day cette année, qui démarre le 11 février, il y a un gros événement en France, qui est l'IA Action Summit, qui a vocation à rassembler gouvernements et industriels sur cette question du développement de l'IA. Et d'ailleurs, nous, on s'est associé à une coalition internationale qui est portée par Everyone AI, avec la volonté justement que le sujet de l'éducation numérique soit au cœur de ces discussions, et particulièrement de considérer que les enfants sont un public à part et que l'IA doit se développer en prenant en compte ce public et en se souciant de sa protection.
Comment ça va se passer concrètement alors dans le cadre de ce sommet? Est-ce que vous allez pouvoir parler à des politiques, à des gouvernements, mettre en avant justement les sujets que vous défendez? Alors il y a la volonté effectivement qu'il y ait une prise de parole sur ce sujet. Il y a surtout un call to action qui va être lancé avec, qui invite gouvernement comme industrie à signer un certain nombre d'engagements pour protéger les mineurs dans le développement de l'IA. L'événement est ponctuel, mais le besoin d'éducation au numérique et à l'intelligence artificielle, on le répète régulièrement aussi, s'inscrit dans la durée. Comment vous comptez justement, Axel, prolonger quelque part l'action de sensibilisation au-delà de cette journée du Safer Internet Day et maintenir quelque part cet très bel élan tout au long de l'année? Alors déjà, c'est l'occasion de dire que c'est vrai que ça s'appelle le Safer Internet Day, mais ça démarre le 11 février et c'est bien 2 mois qui sont dédiés à la sensibilisation parce que dans les établissements scolaires, c'est un événement qui vit jusque fin mars. Donc déjà, on va pouvoir entendre parler de ce sujet pendant un moment. Et puis, nous, on a fait en sorte que des événements perdurent. On organise notamment avec le laboratoire de l'IA de la Sorbonne un grand événement dédié au deepfake le 12 mars, auquel des établissements scolaires seront conviés. Et l'idée, c'est de travailler même un modèle de conférence à destination des ados pour parler des deepfakes. Et puis nous, on va continuer à développer des outils sur ce sujet. On a le projet notamment de développer une expérience interactive pour les parents en ligne pour pouvoir en parler. Et on a une ambition plus grande chez Tralalaire de faire tout un programme d'éducation à l'IA pour aussi faire le lien avec les usages scolaires et montrer qu'on peut utiliser l'IA aussi de manière pertinente à l'école. Parce que ça reste encore à être prouvé, justement, c'est intéressant votre point de vue. Oui. On le voit bien. Enfin, nous, on a été surpris dans les premiers échanges qu'on a eus et puis même les retours sur nos ressources, qu'on a l'impression d'être un peu là des pionniers, qu'il n'y avait pas de ressources aujourd'hui pour adresser ces sujets avec les enfants. Les enseignants ne sont pas formés à l'IA. Ils accueillent, enfin, les nouveaux enseignants vont avoir dans leur classe des jeunes pour lesquels c'est déjà leur quotidien. Ils ne savent pas forcément comment s'en saisir. Alors, bien sûr, il y a déjà plein d'enseignants qui utilisent ces outils ou qui guident leurs élèves vers un usage pertinent, qui n'en ont pas peur, mais qui quand même aujourd'hui sont un peu dans une posture de se dire les devoirs à la maison c'est fini parce que prendre du temps à corriger des IA, on n'a pas envie de faire ça. C'est délicat. Il y a encore pas mal de choses à faire. Est-ce que vous pensez aussi, Axel, que la législation actuelle en France est adaptée pour protéger les enfants? Parce que c'est ce que vous faites principalement face au défi de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous aimeriez voir de nouvelles initiatives, de nouveaux tests peut-être aussi, textes de loi aussi? Il y a l'IA Act qui se lance, c'était aujourd'hui ou hier, en fonction au moment où ce sera diffusé, mais donc qui vient poser un cadre, mais on sent bien quand même qu'autour de la protection des mineurs, c'est pas clair. Déjà, l'UNESCO, par exemple, a recommandé qu'il n'y ait pas d'utilisation des IA génératives avant 13 ans, et sans un cadre pédagogique, la présence d'un enseignant. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de s'inscrire dans cette démarche-là, mais il n'y a pas aujourd'hui de texte officiel sur lesquels les enseignants peuvent s'appuyer pour avoir des recommandations. Donc, il y a besoin effectivement de poser des repères pour, comme pour tous les autres usages numériques, le faire progressivement, de manière adaptée à l'enfant. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais la semaine dernière est sortie, la Fondation pour l'enfance a sorti son rapport sur les enfants et le numérique. Et il y avait une question sur l'IA qu'adressaient les parents qui montrait qu'il y avait quand même 25% de parents d'enfants de 3 à 10 ans qui aiguillaient déjà leurs enfants vers l'IA pour leurs devoirs. Si ça ne se fait pas avec de l'accompagnement, on risque d'avoir des mésusages et puis de les exposer à tous ces risques qu'on a évoqués. Responsabilité collective, on ne le dira jamais assez en tout cas. Merci à vous, Axel, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directrice d'Internet sans crainte. C'est le Safer Internet Day, c'est important, avec un focus cette année donc sur l'éducation à l'intelligence artificielle, l'IA et nous, quel futur ensemble. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Lafus, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la régie, merci à Édouard Degnaud d'avoir produit cette émission. Et puis nous, on se retrouve comme tous les jours dès 12h30, dès demain, toujours sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée.